Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Sans plus tarder, les titres. L'actualité au Gabon est aussi économique avec l'inauguration à Libreville de 2 espaces, dont un dédié à la formation et à l'encadrement des entrepreneurs et l'autre à la GOA, l'accord économique qui ouvre le marché des États-Unis aux pays africains. En Afrique, l'actualité est dominée par la démission du Premier ministre Matata Ponyo et de son gouvernement conformément au dialogue intercongolais dont les conclusions sont rejetées par l'opposition menée par Étienne Tshisekedi. Et puis dans ce journal, nous irons en France où la chaîne de télévision iTélé est entrée dans sa 5e semaine de grève. Les dirigeants de la chaîne ont été reçus par le gouvernement pour tenter de résoudre le conflit le plus long de l'histoire de l'audiovisuel français. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, les conseillers membres de la session économique, finances et budget du Conseil économique et social se sont réunis ce lundi dans leurs locaux de Libreville à l'occasion des travaux relatifs à l'examen du projet de loi de finances de l'année 2017 et règlement pour la gestion 2015. Le reportage de Luc Milantuntum, Texaki Gassam. Le projet de la loi de finances de l'année 2017 se prépare dans un contexte économique morose, marqué toutefois par la volonté et la détermination du gouvernement gabonais de poursuivre les projets majeurs à fort impact sur la croissance, le développement et le bien-être des citoyens. Les travaux se sont ouverts ce lundi au Conseil économique et social. Les prévisions du cadrage macroéconomique et budgétaire de l'année 2017 affichent des opérations budgétaires et de trésorerie équilibrées en ressources et en charges de 2 477 milliards 500 millions de francs CFA contre 2 626 milliards de francs CFA dans la loi des finances 2016, soit une baisse de 148 milliards 500 millions de francs CFA. Les mécanismes pour l'adoption de ce budget veulent que le gouvernement le prépare et qu'ensuite le Conseil économique et social émette un avis. C'est ce que lui demande la Constitution. Cet avis est ensuite transmis non seulement au gouvernement, au président de la République, mais également aux parlementaires pour consolider, pour éclairer, si possible orienter les débats chez les parlementaires qui, en définitive, adoptent le budget. Pendant 7 jours, le Conseil économique et social examinera le projet de loi des finances et toutes les propositions qui concernent le dit projet proposé par le gouvernement gabonais. Allons maintenant dans le 4e arrondissement de Libreville pour l'inauguration ce lundi de l'espace PME dédié aux entrepreneurs. Ce lieu permettra de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs gabonais en mettant à leur disposition un environnement et un encadrement adéquat à leur développement. En témoigne ce compte-rendu de Mirandangé. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, au Gabon, un espace dédié aux petites et moyennes entreprises a été inauguré ce lundi, dont les objectifs sont de soutenir et accompagner les entrepreneurs gabonais en mettant à leur disposition un environnement adéquat à leur développement. Si la création d'entreprises constitue une réponse efficace à cette recommandation du chef de l'État, l'adoption de politiques favorables au développement des PME ne pourra fonctionner que si les acteurs concernés sont préparés et équipés pour relever le défi de l'entrepreneuriat. Le développement repose essentiellement dans les pays émergents sur les PME. Ce sont des leviers qui portent une croissance durable. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait un grand pas en avant pour permettre à celles-ci, à ces PME, de mieux réagir par rapport aux attentes, aux opportunités que l'espace économique gabonais leur offre. Un souhait exprimé par les entrepreneurs gabonais qui s'est matérialisé ce jour. Il répond effectivement à nos attentes, mais il faut dire que c'est insuffisant parce que les entrepreneurs sont nombreux, la demande est forte, mais il faut déjà saluer l'initiative qui est prise, qui permettra aujourd'hui de loger un certain nombre d'entrepreneurs qui ont du mal à trouver des locaux pour pouvoir s'installer. Et donc, c'est déjà l'initiative est à saluer. Ce projet vise la diversification de l'économie gabonaise et fait partie des mesures prioritaires pour les 100 premiers jours du ministère des Petites et Moyennes Entreprises au Gabon.
Autre inauguration ce lundi à Libreville, celle de l'espace AGOA, African Growth and Opportunity Act. L'AGOA est une loi adoptée par le Congrès américain en 2000 et qui autorise un accès à l'exportation en franchise des droits de douane pour plus de 64 000 produits. Retrouvons Mirandangué. Pour des échanges commerciaux concrets entre les États-Unis et le Gabon, l'espace PME, inauguré lundi, consacre un centre de formation à la loi African Growth and Opportunity Act. Ce système, voté par le Congrès américain en 2000, permet à plusieurs pays d'Afrique subsaharienne de bénéficier d'un accès préférentiel au marché américain. Il s'agit donc de l'opportunité d'avoir des formations de mise à niveau de leurs produits, de leurs capacités et de profiter pleinement de ces opportunités. Vous avez juste à côté également une salle qui sera une veille pour permettre aux opérateurs économiques de venir s'informer sur le contenu de ce programme. Dans cette optique, il permettra également aux entrepreneurs gabonais de renforcer leurs capacités et de préparer ainsi leurs produits au marché international. Je suis étonnée comment on a fait beaucoup de travail. Je suis impressionnée. Et ça signifie la relation très forte entre les États-Unis, les pays en Afrique, mais particulièrement avec le Gabon. C'est un projet qui a démarré au mois de mai. Au départ, c'était une salle vide, donc un espace entièrement vide. On est sur 650 mètres carrés. Nous avons fait le choix des couleurs, le choix des matériaux. Le président Barack Obama a renouvelé le 29 juin 2015 jusqu'en 2025 la loi AGOA. Rappelons qu'elle exempte des droits de douane un ensemble de produits en provenance d'Afrique subsaharienne. Ouverture ce lundi d'un atelier par le CAFACI en français, l'initiative de coopération agricole et alimentaire. Le dit atelier porte sur le projet pilote d'élevage de poulets à petite échelle. Sibyl Mengue et Nina Massunga. L'initiative de coopération agricole et alimentaire, le CAFACI, partenariat entre la République de Corée du Sud et 18 pays d'Afrique, s'unissent pour l'autosuffisance alimentaire. À travers cet atelier sur la deuxième phase du projet pilote d'élevage de poulets à petite échelle, la Corée du Sud voit s'ouvrir pour les pays africains le chemin de l'indépendance alimentaire, notamment au Gabon. Le président de la République a mis en place le plan stratégique Gabon émergent et il a aussi lancé le programme Graines. Du côté du gouvernement coréen aussi, il y a une initiative qui a été prise pour soutenir les pays africains. Donc le Gabon est en coopération avec la Corée dans ce domaine du développement agricole. Et ce que nous espérons, c'est qu'au sortir de cette réunion, il y aura des retombées bénéfiques qui vont aider le Gabon dans son développement agricole. Le Gabon, qui au même titre que les autres pays africains est membre du CAFACI, porte bien des espoirs sur ce projet. Nous sommes dans un processus, nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire et nous voulons nous attaquer aux habitudes alimentaires des Gabonais. Et vous savez que les poulets de chair sont véritablement consommés dans les foyers. Et donc si nous voulons être souverains dans ce domaine-là, il va falloir que nous nous attaquons à toutes les problématiques concernant les produits régulièrement consommés par nos compatriotes. 5 jours durant, les experts venus des pays membres du CAFACI plancheront donc sur la deuxième phase de ce projet pilote qui consiste à l'applicabilité de ce dernier. Créé en 1993 suite aux insuffisances constatées dans l'exploitation des réseaux d'éclairage public et des bornes fontaines, le Conseil national de l'eau et d'électricité assure un meilleur suivi des questions liées à la gestion de l'éclairage public et des bornes fontaines sur l'ensemble du territoire gabonais. Y a-t-il une différence entre cet organe indépendant et la Société d'eau et d'énergie du Gabon, la SEG? Les réponses dans ce compte-rendu de Katia Sandon. Avec pour slogan l'éclairage public pour tous, le Conseil national de l'eau et de l'électricité, CNEE, a été créé en 1993 dans le but d'assurer la création et la gestion des réseaux d'éclairage public et d'électricité des collectivités locales alimentées en eau potable et en électricité. La SEG, dans son entièreté, assure la production, le transport et la commercialisation. Nous sommes uniquement, comme vous, clients, nous sommes donc le représentant en fait de tous les clients
qui gère les contributions. D'où viennent les fonds liés aux dépenses du fonctionnement des 10 réseaux? Nous avons ce qu'on appelle des contributions d'eau et d'électricité qui sont collectées dans les factures des usagers par la SEG, et ces contributions sont reversées dans un compte au trésor et remis donc à la caisse de dépôt dans notre compte, et c'est géré par nous. Le CNEE a en autre pour mission de créer des réseaux d'eau pour l'alimentation des bonnes fontaines publiques et d'éclairage public, calculer des niveaux de prélèvement destinés au financement des fonds spéciaux de l'eau et l'électricité, ou encore recenser les besoins d'extension des réseaux d'éclairage public et des installations à usage ou à destination du public alimentés en eau potable et en électricité. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré, comme chaque 14 novembre, la journée du diabète sur le thème « Les yeux sur le diabète ». À cette occasion, notre équipe de reporters s'est rendue au service endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Libreville, au chevet des malades. Le reportage est signé Bienvenue Nelkem et Jospin Bombadianga. Près de 144 000 Gabonais souffrent de diabète. Une statistique en hausse puisqu'elle atteint 9% de la population. À l'occasion de la journée mondiale dédiée au diabète, célébrée chaque 14 novembre, le CHU, le centre hospitalier universitaire de Libreville, a ouvert ses portes à la rédaction de Gabon 24. Une rencontre avec les patients souffrant de cette pathologie. Je suis hospitalisée depuis le 1er de ce mois. J'étais fatiguée, je buvais de l'eau. Beaucoup de fois, je n'avais plus envie de manger. La bouche était devenue amère comme qu'on a frotté la nivaquine. Je ne mangeais pas. Donc j'étais devenue bien fatiguée. C'est une maladie qui peut aussi toucher les enfants. Ça fait 3 semaines que je suis hospitalisée parce que je souffre du diabète. Je me soulageais beaucoup et je buvais beaucoup d'eau. Cette pathologie peut être héréditaire. Il a été décelé chez Elsa en 2008. Dans mon cas, mon père il est diabétique, ma mère est diabétique et ma défunte grand-mère maternelle fut diabétique. Aujourd'hui, je suis malheureusement dans la ligne de ceux qui ont le diabète. Le diabète peut conduire à l'amputation d'un membre du corps. La politique de santé publique du gouvernement gabonais multiplie les sensibilisations afin de combattre cette maladie. Et nous restons en santé pour parler cette fois du Gabon qui spécialise progressivement ses établissements sanitaires sur le territoire national. C'est le cas du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, CHUO, au sud de Libreville, qui fait un bref bilan de la qualité des services proposés à la population quelques mois seulement après son inauguration. Invitée de la matinale de Gabon 24, la directrice générale du CHUO présente également les avancées de cet hôpital spécialisé en traumatologie et orthopédie. Le compte-rendu de Linda Gaël Maganga. Le centre hospitalier universitaire d'Ovendo se porte bien depuis sa mise en service officielle, à en croire la directrice générale de cet établissement sanitaire situé à Ovendo, au sud de la capitale du Gabon. La mission première du CHU d'Ovendo, c'est l'orthopédie traumatologie, c'est-à-dire orthopédie, toutes les pathologies de l'appareil locomoteur et la traumatologie, tout ce qui est traumatisme, accidenté de la voie publique ou autre. Le CHUO, Centre hospitalier universitaire d'Ovendo, dont le master plan repose sur une vocation orthopédique et traumatologique. Il dispose entre autres des services capables d'assurer entièrement le suivi des malades qui intègrent la structure. Afin de mieux répondre aux besoins des patients, l'expérience des praticiens du CHUO est appuyée par l'établissement de coopération avec les médecins des autres centres de spécialités similaires en Afrique et autres continents. Nous sommes un centre hospitalo-universitaire. Il y a la partie hospitalière, c'est-à-dire soins, et il y a la partie formation et recherche. Nous sommes en train de renforcer les capacités du personnel. Il faudrait que nous ayons du personnel à la hauteur des soins que nous devons offrir aux populations gabonaises. Le CHUO, au regard de la politique en son sein, répond aux besoins de la population dans sa spécialité.
Et nous ouvrons à présent la page Afrique. Tout d'abord, le négociateur climat de la Chine, Xi Shengyua, qui a livré ce lundi un discours à la conférence internationale sur le climat COP22 à Marrakech. Ce dernier a mis à la disposition de tous les pays le savoir de la Chine face au changement climatique qui implique des mesures très urgentes au développement et à la survie humaine. Marina Mendeman nous en dit un peu plus. Reconnu comme étant le plus grand pollueur du monde, la Chine produit un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une pollution qui tue près de 4000 Chinois par jour. Lors de cette 22e édition de la conférence annuelle des parties à Marrakech, la Chine a réaffirmé son engagement face au changement climatique et dit être prête à travailler avec tous les acteurs mondiaux. La coopération internationale est une nécessité pour aborder le changement climatique. Nous avons besoin de coopération nord-sud, mais nous avons également besoin de coopération sud-sud. La Chine a montré son attitude responsable face au changement climatique. Nous sommes très disposés à partager notre expérience sur notre manière de faire face au changement climatique avec tous les pays, en particulier les pays en développement. Fondée sur une consommation démesurée d'énergie fossile, essentiellement importée, la Chine s'est enfin résolue à changer de modèle de développement pour devenir en 10 ans le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables. Je vous l'annonçais en titre, Augustin Matata Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a remis sa démission et celle de son gouvernement ce lundi au chef de l'État Joseph Kabila, une démission qui fait suite aux conclusions issues du dialogue national inclusif. Des détails avec Lardingue Mamba. La République démocratique du Congo n'a plus de Premier ministre et de gouvernement après la démission annoncée ce lundi d'Augustin Matata Ponyo, un départ attendu et qui est donc désormais officiel. Augustin Matata Ponyo a été reçu tôt ce lundi à la présidence afin de remettre au chef de l'État Joseph Kabila sa démission. Je viens d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. À sa demande et au cours de cette séance de travail, j'ai pu déposer ma démission de Premier ministre ainsi que celle de mon gouvernement, que j'ai eu la charge de diriger pendant 5 ans. Le dépôt de cette démission est pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord global issu du dialogue initié par le président Kabila. Cet accord global recommande la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le Premier ministre Matata Ponyo n'est pas le seul à avoir été reçu à la présidence ce lundi. Le bureau politique de la majorité présidentielle était là au grand complet. La délégation de l'opposition au dialogue a ensuite été reçue par le chef de l'État. Aucun visage particulièrement réjoui à l'issue de la rencontre qui pourrait décider de l'identité du futur Premier ministre. Vital Kamerhe, l'un des premiers ministrables, s'est exprimé au nom de la délégation. Le président de la République nous a invités aujourd'hui pour nous annoncer officiellement le début de l'application de l'accord. En ce qui nous concerne, nous avons pris acte de l'accord qui sera publié aujourd'hui. La société civile, l'ex-félicitateur Edem Kodjo et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo qui poursuivent leurs consultations doivent également être reçus à la présidence. Pendant ce temps, en République centrafricaine, des groupes d'autodéfense armés veillent au grain dans le PK5, le quartier musulman et commerçant de Bangui, à l'image d'une Centrafrique entre guerre et espoir de réconciliation. Le récit de Linda Gaël Maganga. Pour défendre leurs familles et leurs activités de commerce, les musulmans en Centrafrique se constituent en groupe d'autodéfense. Leur position est parfois mal interprétée par ceux qui ont peur de voir de nouveau les armes retentir dans le pays. On n'est pas les djihadistes, on n'est pas le Boko Haram que les gens pensaient. Nous sommes la population musulmane qui défend notre communauté musulmane sur toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Au PK5 de Bangui, les musulmans refusent de se faire désarmer car selon eux, il faut s'organiser pour se protéger en plus de compter sur les forces de défense nationale. On raconte trop de choses par rapport au kilomètre 5 et je me suis évertué depuis presque 3 ans à démontrer le contraire, même si je ne peux pas nier qu'il y a par exemple des armes qui circulent et autres, mais il y a eu beaucoup d'avancées. Le groupe d'autodéfense musulman ne constitue pas une menace pour les Centrafricains de religion non musulmane et pour les athées. Les musulmans désirent que leur organisation au PK5 de Bangui soit acceptée et non perçue comme une menace pour la paix.
Sensibiliser les femmes à la contraception et au planning familial, c'est l'objectif de l'ONG britannique Save the Children dans le nord-est du Kenya. Tel que vous allez le voir, les femmes ont en moyenne 8 enfants, des grossesses nombreuses qui peuvent créer des problèmes de santé, en témoigne ce reportage. Parler de sexualité et découvrir les différents moyens de contraception, c'est l'objet de la discussion aujourd'hui. Ici, dans le nord-est du Kenya, les habitants ne sont guère habitués à avoir ce type de conversation. Dans la région de Wajir, seuls 2% de la population utilisent des moyens contraceptifs, contre une moyenne nationale de 58%. Ces femmes d'origine somalie sont souvent mariées avant 18 ans et connaissent des grossesses précoces qui peuvent entraîner des soucis de santé. J'ai commencé à utiliser le planning familial pour être en meilleure santé et pour que mes enfants soient en meilleure santé. Avant d'espacer mes enfants, j'étais très malade. Au début de ma grossesse, je ressentais des douleurs aiguës et pendant l'accouchement aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Si Safia va mieux aujourd'hui, c'est grâce au programme de sensibilisation lancé en 2014 par l'ONG britannique Save the Children en collaboration avec le gouvernement kényan. Nous les sensibilisons à l'importance du planning familial, à l'importance d'espacer les enfants, aux effets néfastes des mariages précoces et aussi aux conséquences de l'excision. Un véritable défi car dans la culture somalie, une grande famille est symbole de richesse. Ici, une femme donne naissance en moyenne à 8 enfants. Historiquement, dans la culture africaine, les gens ont plusieurs femmes et ils ont de nombreux enfants. Donc ils voient cela comme une idée venue d'Occident, une idée venue de l'étranger visant à limiter leur nombre pour mieux les coloniser. Le programme s'est aussi heurté aux croyances religieuses des habitants, nombreux à penser que le planning familial est proscrit par l'islam. Pour faire face à toutes ces réticences, l'ONG a sollicité l'aide des influents chefs religieux. Chaque semaine, des formations leur sont données et ils vont ensuite répandre la bonne parole dans les villages. Après plusieurs semaines de réflexion et après avoir reçu la bénédiction de son mari, Fatouma a ainsi décidé de se faire poser un implant contraceptif. C'est une décision personnelle d'utiliser le planning familial. Et vu que ma religion l'accepte, eh bien je vais l'utiliser. Comme Fatouma, plus de 3000 femmes ont débuté un planning familial au premier trimestre de cette année. Elles étaient moins de 1400 un an plus tôt. En 2 ans, les résultats du programme de Save the Children sont très encourageants. Pas en reste vos actualités hors du continent. Pour commencer, le gouvernement français s'est invité ce lundi dans le dossier iTélé en recevant les dirigeants de la chaîne pour tenter de résoudre ce conflit devenu le plus long de l'histoire de l'audiovisuel depuis mai dernier. Le récit de Lubina Tuntum. Le gouvernement français s'est invité dans le dossier iTélé en recevant lundi 14 novembre les dirigeants de la chaîne pour tenter de résoudre le conflit. Les salariés de la chaîne d'information française iTélé sont entrés ce lundi dans leur 5e semaine de grève. Ils réclament toujours des garanties sur leur indépendance. On a avancé sur tous les points, aussi bien sur les sujets éditoriaux, sur les sujets sociaux. Donc sur tous les sujets, on avait déjà avancé beaucoup. Là, d'ailleurs, c'était fructueux d'échanger avec le ministère aussi. Et on a bon espoir de conclure, mais pour conclure, il faut être plusieurs. Donc on va pouvoir expliquer où on en est à l'ensemble, à la SDJ, aux partenaires sociaux. Et puis on espère, encore une fois, conclure. Mais il n'y a pas, on ne voit pas de sujet d'achoppement particulier. La poursuite de la grève a été votée ce lundi par 84% de la rédaction, selon les grévistes, jusqu'à mardi midi, qui marquera le 30e jour de la grève et en fera le conflit le plus long de l'histoire de l'audiovisuel depuis 1968. Il faut maintenant qu'il y ait des actes et c'est pour cela que la rencontre cet après-midi avec la SDJ et les organisations syndicales est particulièrement importante pour qu'il y ait une issue trouvée le plus rapidement possible à ce conflit. Les grévistes réclament la signature d'une charte éthique, la nomination d'un directeur de la rédaction distinct du directeur général, la mise en retrait de l'antenne de l'animateur Jean-Marc Morandini et plus largement la définition d'un projet stratégique et éditorial clair et précis.
Restons en France, précisément à Nantes, où la Cour administrative d'appel a rejeté ce lundi l'ensemble des requêtes dirigées par des arrêtés préfectoraux autorisant les travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique que le gouvernement veut lancer à l'automne. Les opposants ne cachaient pas leur déception et leur surprise à l'annonce de la décision de la Cour qui a pris le contre-pied des préconisations faites le 7 novembre dernier par le rapporteur public. Le récit de Ludmila Toutoum. La Cour administrative d'appel de Nantes a validé ce lundi les arrêtés autorisant les travaux de l'aéroport controversé de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. La Cour administrative a validé l'autorisation du chantier. L'annulation d'un seul arrêté préfectoral sur les 5 contestés en justice aurait porté un coup d'arrêt à ce projet quinquagénaire déclaré d'utilité publique en 2008 et pour lequel le Premier ministre Manuel Valls avait confirmé sa volonté de lancer en automne les travaux préparatoires. Des avis sont mitigés sur la question. À part la déception, je ne vois pas bien ce qui pourrait dominer maintenant, si vous voulez. Là, tout de suite, c'est de la déception. Ça n'entame pas notre certitude que ce dossier est mauvais depuis le début. On est sur un projet d'équipement pour notre région. C'est un projet qui remonte maintenant et on est heureux que la justice s'affirme en juridiction d'appel d'une façon très forte et confirme les premiers jugements. C'est ça qui est rassurant. Pour les juges, le réaménagement de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique ne constitue pas une alternative avérée, ni une solution alternative satisfaisante, selon un communiqué de la Cour administrative d'appel. Les juges ont par ailleurs estimé que les mesures environnementales prévues pour compenser les destructions de cette zone humide à 98% et de la centaine d'espèces protégées qui y vivent étaient satisfaisantes. La note de sport de cette grande session nous conduit en Côte d'Ivoire, où l'ancien attaquant international ivoirien Laurent Pokou, figure emblématique du football africain, avait également brillé au stade rennais et décédé à l'âge de 69 ans, a annoncé ce dimanche le club breton sur son site internet. Le récit de Lardingue Mamba. Laurent Pokou est décédé dimanche à Abidjan des suites d'une longue maladie. L'ancien attaquant ivoirien, l'un des plus grands joueurs africains de l'histoire, a longtemps détenu le record de buts en Coupe d'Afrique des Nations. 14 buts en 2 éditions. Un record battu par Samuel Eto'o en 2008. Laurent Pokou avait 69 ans, malade depuis plusieurs années, mais il bénéficiait de soins adéquats dans une clinique de référence d'Abidjan. Nul ne s'attendait à sa disparition, aussi est-ce avec une grande émotion que les Ivoiriens ont appris le décès en milieu d'après-midi dimanche 13 novembre de l'homme d'Asmara. L'homme d'Asmara, c'est ainsi que le journaliste guinéen Boubacar Kanté l'avait surnommé pour son exploit à la CAN 68 en Éthiopie. Laurent Pokou avait alors été sacré meilleur buteur avec 6 buts, dont 2 contre le Ghana en demi-finale. LP, comme l'appelaient ses intimes, récidive à la CAN 1970 au Soudan. Il marque 8 buts, donc 5 contre l'Éthiopie en phase de poule. 14 buts en 2 Coupes d'Afrique, meilleur buteur jusqu'en 2008. Il perd ce titre au profit de Samuel Eto'o, devenu meilleur buteur ayant participé à 5 Coupes d'Afrique des Nations. Pokou débute sa carrière au Standard de Bouaké, puis à la SEC Mimosa, un club d'Abidjan, et en France, puisqu'il jouera à Rennes et à l'AS Nancy-Lorraine. En fin de carrière en 1980, Laurent Pokou entraîne la SEC Mimosa et le Rio Sport d'Anyama, conseiller auprès du président de la Ligue professionnelle de football et membre de la commission de développement de la fédération. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité est aussi économique avec l'inauguration à Libreville d'un espace dédié à la formation et à l'encadrement des entrepreneurs. Un autre espace dédié à la GOA, l'accord économique qui ouvre le marché des États-Unis aux pays africains. En Afrique, nous étions en RDC où le Premier ministre Matata Ponyo et de son gouvernement ont démissionné conformément au dialogue intercongolais dont les conclusions ont rejeté par l'opposition menée par Étienne Tshisekedi. Nous étions aussi en France où la chaîne de télévision iTélé est entrée dans sa 5e semaine de grève. Les dirigeants de la chaîne ont été reçus par le gouvernement pour tenter de résoudre le conflit le plus long de l'histoire audiovisuelle française. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session. Au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.